On prend le temps, comme chaque jour, de décrypter l'info à partir de photos qui font sens. On accueille aujourd'hui Gabriel Maréchaux, que vous connaissez désormais, journaliste environnement à The Conversation France. Bonjour Gabriel, on va regarder peut-être tout de suite un cliché. Vous êtes venu avec cette image qui nous vient de Hong Kong. Expliquez-nous de quoi il est question. Bonjour Elisabeth, bonjour à tous et à toutes. Oui, tout à fait. Alors, c'est une photo qui a été prise par un photographe de l'AFP à Hong Kong. Alors, on y voit un employé municipal faire une pause après un travail tout bonnement harassant, puisque ce monsieur, qui est de surcroît assez âgé, est en fait chargé d'épandre des pesticides dans les espaces verts de la ville. Alors, pour ça, il doit travailler avec un énorme bidon de pesticides sur le dos. Là, on le voit dans un moment de pause. Alors, il a enlevé le masque qu'il est obligé de porter, mais il a gardé ses gants et cette combinaison. Et c'est justement pour cette combinaison que je vous ai ramené cette photo aujourd'hui, Elisabeth. En fait, cette combinaison, c'est un vrai calvaire au quotidien quand on travaille dans le climat de Hong Kong. Chaud. Exactement. Le même jour, le photographe de l'AFP qui a pris cette photo a pris une photo du thermomètre qui mesure l'intérieur de la combinaison. Et alors on voit que c'est 32 degrés et 90% d'humidité. Donc, c'est un peu comme si ce monsieur travaillait dans un hammam, quoi. Ça fait pas rêver, effectivement. Alors, c'est sûr que ça semble extrêmement pénible. Cette combinaison, au moins, elle est censée le protéger, j'imagine, du produit qui les prend partout, non ? Eh bien, c'est ce qu'on pourrait penser, mais pas nécessairement. En fait, il y a un groupe de chercheurs français qui ont découvert ça en travaillant sur l'exposition aux pesticides des agriculteurs dans la région de Bordeaux. Alors, pour étudier ça, ils ont mis des patchs sur la peau des agriculteurs. Alors, dans le groupe d'agriculteurs en question, sur lequel ils ont mis des patchs juste avant que ceux-ci épandent des pesticides, certains avaient des équipements semblables à celui de ce monsieur, qui sont obligatoires selon les réglementations françaises quand on épand des pesticides. D'autres n'en portaient pas, parce qu'à Hong Kong, comme en France, ces combinaisons peuvent être très gênantes et encombrantes. Et ce qu'ont découvert ces chercheurs, et qui dépasse tout bonnement l'entendement, c'est que les personnes qui portaient des combinaisons étaient plus exposées aux pesticides que ceux qui n'en portaient pas. Donc, complètement contre-productif, comment c'est possible ça ? Eh bien, en fait, c'est à cause d'un phénomène de perméation chimique. En fait, si vous voulez, Elisabeth, les molécules de certains pesticides peuvent traverser les combinaisons. À l'intérieur, elles vont être dans un microcosme plein d'humidité, de sueur, de chaleur, qui vont empêcher leur évaporation. Donc, c'est en quelque sorte comme si ces molécules étaient coincées à l'intérieur. Et ça va donc, du coup, provoquer des contacts prolongés avec la peau. Mais ce n'est pas tout. Ce que racontent les deux chercheurs, les deux ergotoxicologues qui ont écrit à ce sujet pour nous, pour The Conversation, c'est que si les agriculteurs veulent respecter scrupuleusement à la lettre les réglementations, ça peut aussi les mettre dans un danger immédiat. Alors, il cite le cas d'un monsieur qui, au moment d'épandre, de régler le pulvérisateur juste avant d'épandre les pesticides, enlève son masque. Pourquoi est-ce qu'il enlève son masque ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a de la buée sur ce masque et du coup, il ne peut rien voir et du coup se mettre en danger et donc du coup, il doit fatalement l'enlever. Alors, c'est quand même une information importante, j'imagine choquante pour ceux qui utilisent ces combinaisons. Les protections qui sont obligatoires ne protègent pas vraiment. Est-ce que cela surprend aussi les agriculteurs qui sont les premiers concernés ? Eh bien, pas vraiment, racontent encore une fois ces deux chercheurs, Fabienne Gouty et Alain Garrigou, qui ont fait un vrai travail colossal de terrain. Ils rapportent dans ce travail de terrain des témoignages de compagnes d'agricultrices qui racontent que la nuit, quand elles dorment à côté de leur conjoint, elles peuvent reconnaître le type de pesticide qu'il a épandu la journée, rien qu'à l'odeur de leur mari, quand bien même leur mari a pris une douche avant d'aller se coucher. Donc, ça les surprend pas vraiment. Et ce que conclut ce que concluent ces deux chercheurs, c'est que si on ne prend pas en compte les contraintes, les connaissances et le vécu de terrain de tous ces travailleurs et travailleuses qui doivent travailler avec des agriculteurs, eh bien, on ne pourra jamais vraiment les protéger contre les risques. On imagine que ces risques ne sont pas sans impact sur leur santé, forcément. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, on sait que les agriculteurs sont particulièrement vulnérables face à certains types de cancers, comme le cancer du côlon, le cancer du myélome multiple, qui est un type de cancer du sang, et les lymphomes non-Hodgkins, qui eux attaquent le système lymphatique. Et rien que pour ce dernier type de cancer, eh bien, le risque augmente jusqu'à 70% chez les agriculteurs qui sont exposés aux pesticides. Alors ça, c'est pour les cancers, mais il y a aussi d'autres types de maladies, comme la maladie de Parkinson. Là, on a diverses études qui mettent en évidence un risque qui double chez les agriculteurs qui épandent des pesticides. Quand on entend tout ça, on est tenté de se dire que réduire les pesticides, au final, ça pourrait protéger les agriculteurs, non ? Les agriculteurs sont clairement les premières victimes, en tout cas des ravages sanitaires potentiels des pesticides. Et ces mêmes agriculteurs demandent parfois eux-mêmes de l'aide au pouvoir public et aussi, encore une fois, à la recherche, à la science, pour trouver des alternatives pour leur permettant de se passer de pesticides. Ça a été le cas en France et on en a peu parlé pour les néonicotinoïdes. Alors, pour rappel, les néonicotinoïdes, qu'est-ce que c'est ? C'est un
un type d'insecticide qui va attaquer le système nerveux des abeilles et des insectes de manière plus globale. En France, ces types d'insecticides ont été interdits en 2018, mais cette année, la loi du plomb à l'été a été votée. Elle permettait la réintroduction de certains néonicotinoïdes. Cependant, le Conseil constitutionnel a interdit cette mesure-là dans la loi du plomb. Aujourd'hui, du coup, où est-ce qu'on en est ? C'est un peu un sujet brûlant et, en ce moment en France. On a d'un côté les législateurs à l'origine de la loi du plomb qui ont assuré qu'ils voulaient refaire des propositions de loi pour repermettre l'autorisation des néonicotinoïdes. On a vu aussi 2 millions de citoyens français signer la pétition sur le site de l'Assemblée nationale contre cette loi du plomb. Et on a aussi, au milieu de tout ça, des agriculteurs, notamment des betteraviers, qui, dans les médias, ont pris la parole pour partager leur inquiétude sur leur rendement si on ne réautorise pas les néonicotinoïdes. Je vous propose d'en écouter un dans un reportage qui avait été diffusé à l'époque sur France 24. Ah bah là, il y a toute une colonie. Regardez. Ils sont la bête noire de Nicolas de Diesbach. Ces milliers de pucerons ravagent ces champs de betteraves sucrières. Pour les éradiquer, une seule solution, un insecticide aujourd'hui interdit. Tous les autres pays européens ont le droit d'utiliser l'acétamipride, sauf la France. Donc ça, c'est une concurrence déloyale. C'était l'une des revendications des agriculteurs l'année dernière. Le projet de loi débattu aujourd'hui à l'Assemblée permettait sa réintroduction sous conditions, mais le texte devrait être largement amendé. Ils détricotent le texte du Sénat et rajoutent des contraintes encore pires que celles qu'on avait avant. Dans ces parcelles de choux-fleurs, Antime Coupé fait face, lui, à la sécheresse. La loi était censée faciliter la construction de bassines, mais le dispositif a été retoqué. Je pense que le ton va monter un peu plus fort que ce qu'on a pu l'être à l'heure d'aujourd'hui. J'ai des jeunes qui en ont plus que ras-le-bol. L'agriculteur manifestera mercredi à Paris devant l'Assemblée nationale. Bon, on imagine, Gabrielle, qu'il y a des solutions alternatives, non ? Pour les néonicotinoïdes, dont parlait du coup ce monsieur qu'on a vu au début du reportage, qui s'alarmait du fait que lui disait qu'il n'y avait pas d'alternative et était inquiet pour ses récoltes. Alors, il est vrai que depuis l'interdiction des néonicotinoïdes, il y a eu des années pour les betteraves françaises qui ont été particulièrement dures. En 2020 notamment, en fait, les rendements étaient de moins 28%, donc c'est pas rien. Mais cette même année, justement, donc, des agriculteurs ont demandé à l'État d'intensifier les recherches pour trouver justement ces alternatives. Donc j'y viens. Il y a donc du coup des chercheurs qui travaillent d'arrache-pied depuis plus de 4 ans sur ces alternatives, main dans la main avec les agriculteurs qui les aident à expérimenter dans les champs ces alternatives. Ça fait donc 4 ans et ce groupe de chercheurs a pu publier un premier bilan de cela dans The Conversation. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir ? C'est qu'il n'y a pas une solution miracle, il y a plutôt un éventail de diverses alternatives qui sont efficaces et complémentaires. Alors, je ne vais pas pouvoir toutes vous les citer, je vais en mentionner peut-être juste 2 aujourd'hui. Il y a par exemple ce qui concerne les repousses de la betterave sucrière, là qu'on voit à l'écran. En fait, si vous voulez, une betterave sucrière, donc la bête noire des agriculteurs, c'est le puceron parce qu'il transmet la jaunisse aux betteraves. Mais un puceron, pour pouvoir transmettre la jaunisse à une betterave, il faut qu'il ait auparavant sucé la sève d'une autre betterave qui avait elle-même la jaunisse. Donc du coup, les repousses, c'est important parce que si toute l'année dans le champ, il y a des betteraves potentiellement contaminées, ça veut dire que d'une année sur l'autre, le virus pourra toujours être présent. Donc ce que disent ces chercheurs, c'est que si on élimine les repousses de betteraves, déjà, ça minimise les risques. Il y a aussi d'autres choses qui peuvent être faites, par exemple, sur les prédateurs naturels des pucerons, des insectes comme les chrysopes. Si on plante des haies, ça va permettre à ces prédateurs naturels du puceron de proliférer et donc du coup d'être des adjuvants des agriculteurs. Bref, il y a plein de choses qui peuvent être faites, mais ce que racontent ces chercheurs, c'est que si on n'aide pas les agriculteurs, si on ne les accompagne pas, notamment financièrement, eh bien tout cela sera très difficile. Bon, ce que vous êtes en train de dire, là, je vous lis, tout ça est une question de choix et d'arbitrage politique, forcément. Oui, tout à fait. Où est-ce qu'on veut investir ? C'est clairement une question qui dépasse à la fois les agriculteurs et les scientifiques. Et en la matière, sur la question des néonicotinoïdes, il y a un pays dont on parle assez peu régulièrement et qui est très intéressant. On a tendance à dire la France est le seul pays qui a interdit les néonicotinoïdes en Europe. L'agriculteur le disait lui-même dans le reportage. Eh bien, c'est pas tout à fait vrai. Il y a un pays avant la France qui a interdit les néonicotinoïdes et je vous propose de découvrir de quel pays il s'agit dans ce reportage qui a été diffusé sur France 24. C'est un concentré de nature au cœur de l'Europe centrale. La Slovénie possède le plus grand nombre de réserves naturelles par habitant en Europe.
Ici, 38% de la surface est protégée. Et pour préserver les abeilles, son symbole national, le pays a été le premier du continent à bannir les néonicotinoïdes, ces pesticides qui agissent sur le système nerveux des insectes. Dans son village, à l'ouest du pays, Ivan Atelsek est un apiculteur heureux. Il produit 6 tonnes de miel par an. Regardez les abeilles telles qu'on les voit ici. Les alvéoles sont lisses, cela veut dire qu'elles sont en parfaite santé. Ça, c'est le miel, un miel printanier de cerisier et d'acacia. Aujourd'hui, ces abeilles sont en pleine forme, mais ça n'a pas toujours été le cas. En 2009, il a vécu ce qu'il décrit comme un traumatisme. Un jour, nous sommes descendus vers les ruches pour jeter un coup d'œil, et là, nous avons vu toutes les abeilles tomber. 3 kilos d'abeilles mortes. 3 kilos par ruche. En fait, les champs de maïs alentour avaient été pulvérisés d'insecticides par avion. Au cours de ces années-là, c'est une hécatombe. Des millions d'abeilles meurent, un choc. La Slovénie connaît encore une vague de mortalité d'abeilles. Dans la région de Pesnica, un apiculteur a perdu 40% de ses abeilles. Le pays décide alors d'en finir avec ses pratiques agricoles. Les néonicotinoïdes deviennent interdits en 2011 et dans les années qui suivent, l'usage des autres pesticides sera réduit de moitié. Et je précise que depuis l'interdiction des néonicotinoïdes en Slovénie et de bon nombre de pesticides, les rendements sont restés stables au niveau agricole. Donc ça fonctionne si on veut. Certains pays ont donc choisi d'autres voies. Certains agriculteurs en France également en cultivant sans pesticides. Ce choix, il peut être motivé par des craintes environnementales ou sanitaires, mais cela peut être aussi un choix fait au nom de l'efficacité, tout simplement. Oui, tout à fait. En fait, si on pense un peu long terme, quelque chose qui est en général assez peu dit au niveau des pesticides, c'est que très souvent, plus on utilisera un certain pesticide pour un certain problème, moins il sera efficace, tout simplement parce que les insectes ravageurs peuvent développer des résistances. On parle souvent de ça en France à propos des antibiotiques et de l'antibiorésistance. C'est aussi un phénomène qu'on observe sur les pesticides. Donc, à long terme, mieux vaut avoir un catalogue d'options différentes à solliciter plutôt que de tout mettre de se baser uniquement sur les pesticides. Merci beaucoup Gabrielle Maréchaux. Article évidemment à retrouver toujours sur le site de The Conversation France. Merci de nous suivre chaque jour, toujours aussi nombreux. C'était la fin de ce Derrière l'image.